Je vous remercie d'être venus ce soir, aussi nombreux, en ce centenaire de la révolution donc de 1917 en Russie. Je vois que c'est un sujet qui nous passionne tous, et c'est très bien, parce qu'il y a effectivement beaucoup de mémoire à faire, mais aussi beaucoup de leçons à en tirer. Et donc, voilà, on va pouvoir écouter d'abord Nadia Furlan, qui va, en 1h30 à peu près, hein, c'est ça, 1h15, qui va nous présenter le sujet, et puis ensuite, on débattra, et comme vous le savez, ça sera suivi d'un buffet convivial dans la salle à côté, auquel vous êtes tous invités, bien sûr. Voilà. Alors, le Centre Lédiguerre donc, a au programme de la fin de l'année une conférence le 13 novembre qui sera donc animée, présentée par Jean-Christophe Lévesque, qui est professeur d'économie, et qui nous fera un peu le point de la situation réelle de l'économie française aujourd'hui et de sa situation, hélas, assez difficile. Et ensuite, à la mi-décembre, la date est fixée, c'est le lundi de la mi-décembre, donc ça doit tomber jeudi, enfin, vous verrez. Là, ça sera Pandora qui nous fera une conférence sur le roman national, et donc l'identité française, le roman national. Voilà. Et je ne peux pas encore vous parler du programme de l'année 2018, on va se réunir pour l'établir, et puis voilà, on vous tiendra bien sûr informé. Sachez que la plupart du temps, nous enregistrons les conférences et les débats, et ensuite nous les plaçons sur YouTube, donc vous avez la possibilité de les consulter sur YouTube. Yvon, tu as l'adresse? Oui, c'est Centre Lédiguerre simplement. Voilà. Si vous tapez Centre Lédiguerre, alors vous tomberez éventuellement sur d'anciennes conférences, avec un autre compte, de toute manière, voilà. De toute manière, j'envoie, décalé, j'envoie un courriel pour dire elle est disponible à tel moment. Alors nous avons Jean Nemodrajo, qui est donc président du Cercle Bastiat, qui voudrait nous dire aussi qu'il va organiser une conférence. Oui. Alors je suis un petit peu ennuyé parce que je n'ai pas la date. Vous savez que je suis tributaire de la mairie de Coran parce que ces conférences ont lieu dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Coran. Alors, quelquefois, je prends date, et puis on me téléphone 48 heures avant, en me disant, ah, ben, il y a un conseil municipal extraordinaire, etc. Et je suis très ennuyé. Voilà. Alors, je n'ai pas encore la date pour le mois de novembre, mais c'est le docteur Santerre qui est ici, qui nous fera, courant novembre, une conférence sur la commune. Et je pense que c'est un peu un prologue avant la révolution russe. La cité idéale avec la liberté totale, sans restriction, l'égalité absolue et une fraternité idyllique. Une ode aux droits de l'homme. Tel est le tableau dithyrambique que des hystériens nous ont livré et qui enthousiasme encore certains de nos compatriotes, au point de leur faire regretter le temps de son court règne. Ô douce nostalgie éprouvée par ceux-ci, qui espèrent encore son retour ou quelques miracles équivalents. Alors, le docteur Santerre a la témérité de vous proposer une autre lecture de ce temps. Il s'est appuyé sur les témoignages de personnages de très haut niveau, laïcs, qui n'ont pas pu s'enfuir de ce paradis terrestre. Haut et bas clergé, note de Monseigneur Darbois assassiné par ces braves gens, de la dite commune, mémoire de son vicaire général Monseigneur Lagarde, des abbés Ducoudray et de Guéry, etc. Tous hommes de parole et de vérité. Voilà, je vous donnais ça en prologue à cette conférence qui, j'espère, pourra. Alors, nous ne faisons pas de convocation, nous les faisons uniquement par Internet. Pour ceux qui aimeraient recevoir l'invitation avec la date exacte, il faudrait simplement s'inscrire au dos d'une... voilà, et à ce moment-là, on vous mettra dans le fichier et vous recevrez les invitations par Internet. Voilà, je vous remercie. Merci Jean. Voilà, nous allons être rejoints par Françoise et Michel, mais qui sont peut-être là, non pas encore. Voilà. Nadia. Bien, merci d'être venus nombreux. D'abord, je voudrais vous présenter mes excuses parce que je n'ai su que cet après-midi que nous aurions un rétroprojecteur. Et donc, je ne suis pas très habile dans le maniement, j'aurai un auxiliaire plus expert que moi. Et donc, je
vous ai quand même préparé quelques illustrations et un petit plan fait un peu rapidement, alors vous m'en excuserez. Voilà, alors donc nous sommes au mois d'octobre 2017, c'est le 100e anniversaire de la révolution russe, et je rappelle, mais vous le savez sûrement, que en fait la révolution d'octobre, que les Russes appellent la révolution d'octobre, a eu lieu pour nous en novembre, puisque nous n'avons pas le même calendrier. C'est selon le calendrier grégorien que nous utilisons, il y a 13 jours de décalage. Alors, on pourrait se demander s'il est intéressé à la révolution russe présente exclusivement un intérêt historique, ou bien s'il n'y a pas des prolongements actuels. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que les conséquences et les principes même de la révolution russe continuent à être en action et que nous sommes concernés. Alors, la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu une très forte désinformation à propos de la révolution russe, et que donc je vais faire un petit rappel aussi rapide que possible des événements historiques, mais en essayant de vous montrer quelques éléments qui ne se trouvent pas dans la presse et parmi les informations les plus fréquentes que l'on peut trouver un peu partout, et pas non plus dans les discours d'ordre général et qui sont détenus par ce qu'on peut appeler la bien-pensance. Alors, d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu deux révolutions en 1917 et qu'elles ont été précédées par une première tentative de révolution en 1905. Donc, je vais rappeler rapidement quelques éléments concernant cette révolution de 1905. C'est-à-dire, alors il y a eu en 1905 une guerre contre le Japon qui a été perdue lamentablement par le tsar, et pour des raisons de refus de crédit. Le financement des guerres est toujours quelque chose d'essentiel. Et si des banquiers ont suffisamment de pouvoir pour refuser le crédit, les belligérants sont avantagés ou désavantagés. Et donc là, le tsar n'a pas pu trouver de financement et la guerre a été perdue. Mais il y a eu à l'intérieur des troubles aussi qui ont été fomentés par les mêmes que ceux que nous allons retrouver plus tard. Et le ministre Stolypine, donc là, comment faire notre ministre, voilà, le ministre Stolypine a fait toutes sortes de réformes, notamment portant sur la liberté de la presse, sur les partis politiques qui ont été autorisés, sur la modernisation de la marine et de l'armée. Les paysans étaient propriétaires aux 3/4 de la terre, et la production de blé était très importante. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. La production mondiale de lin a été faite en Russie, à 80%. Et d'après un économiste britannique, Bernard Paress, les années 1907-1914 sont les meilleures années de toute l'histoire de la Russie du point de vue économique. Alors, Stolypine a été assassiné à la 11e tentative. Et il est mort en 1911. En 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le tsar Nicolas II, le tsar Nicolas II, qui est sur le trône depuis 1894, entre en guerre, convaincu par son état-major que la guerre serait courte et qu'il serait dans le camp des vainqueurs. Et effectivement, d'abord, il y a eu des succès et ensuite, rapidement, une succession d'échecs. Il y a une forte désorganisation à l'arrière, qui est organisée par Lénine, qui veut transformer la guerre des peuples en guerre civile. Il organise des émeutes de la faim.
Alors, c'est d'après un historien que je vais citer fréquemment, qui est Yuri Lina, un Estonien. Les pénuries qui ont entraîné des émeutes de la faim ont été organisées par les francs-maçons, malgré une abondance du blé. Et sur le front, rapidement, les munitions viennent à manquer. Les armes ont été bloquées dans la mer Noire. La Russie n'a pas beaucoup d'accès aux mers chaudes et les mers froides sont souvent bloquées longtemps, plusieurs mois. Donc l'approvisionnement se faisait par la mer Noire, et la mer Noire ayant été bloquée par les Allemands qui ont coulé des bateaux dans le détroit des Dardanelles, les détroits ont été bloqués pendant les 4 ans de la guerre. Le tsar est contraint à l'abdication. Il abdique d'abord au profit de son fils malade, son jeune fils qui est hémophile et qui est malade, et ensuite propose d'abdiquer en faveur de son frère Michel, mais tous les deux sont écartés, et en 5 jours, sans avoir pu offrir la moindre résistance, l'ancien régime russe s'écroule comme un château de cartes. Alors, un gouvernement provisoire est formé par le prince Lvov. Alors là, ce sont quelques images de la famille du tsar. Voilà. Et ensuite, on a le prince Lvov. Voilà. Donc le prince Lvov est un franc-maçon qui est membre d'un parti qui a contribué à la chute du tsar. Et c'est d'ailleurs lui qui est censé avoir déterminé et incité le tsar à l'abdication. Il ne reste que très peu de temps au pouvoir. Il est remplacé en juillet par Kerensky. Alors, Kerensky, voilà. Kerensky a d'abord été ministre dans différents ministères dans le gouvernement du prince Lvov, et ensuite il devient lui-même chef du conseil. Et c'est un membre du Parti socialiste révolutionnaire qui n'est pas marxiste, mais qui a quand même des méthodes terroristes, puisqu'ils ont assassiné le ministre de l'Intérieur, Plehve. Et sous ce gouvernement de Kerensky commence la répression, et les premiers tués sont 4000 policiers qui ont été massacrés par la foule. On assassine des officiers, et Kerensky fait sortir de prison des politiques, mais aussi des criminels. Et c'est un élément que nous allons retrouver. On dit, dans le document que j'ai consulté, on parle de 10 000 criminels qui se trouvent seulement dans Petrograd. Donc Saint-Pétersbourg avait été rebaptisé Petrograd. Et donc ces droits communs commettent des pillages, augmentent la criminalité. On peut remarquer que les membres du gouvernement provisoire de Kerensky sont tous, ou presque, francs-maçons, très liés au Grand Orient de Paris. Et donc ils reçoivent des aides des ministres des gouvernements étrangers et des banquiers étrangers en particulier. Et ils reçoivent une aide d'1 million de dollars des banques Schiff, Kuhn, Loeb et d'autres banquiers. Et ils reçoivent aussi des aides du gouvernement allemand. La banque impériale allemande envoie via la banque suédoise et la banque de Sibérie à Petrograd aussi des sommes pour aider le gouvernement de Kerensky. Alors, Kerensky et le gouvernement russe, donc sous la direction de Kerensky, est toujours engagé dans la guerre. Et les défaites militaires qui commencent à devenir nombreuses suscitent de l'impopularité et des révoltes ouvrières qui sont attisées par les bolcheviks. Alors, certains dirigeants militaires ont pris le parti du mouvement anti-tsariste, comme le général Kornilov.
et général Kornilov veut empêcher un soulèvement bolchevique et il se présente, et il a le projet de venir à Pétersbourg, à Petrograd, pour l'empêcher. Et donc son projet, c'est d'abattre les bolcheviks, détruire les soviets, tout en demandant le retrait des ministres incapables, c'est de lui. Alors, après quelques moments de flottement, Kerensky destitue Kornilov. Et donc Kornilov, il le destitue et il fait tout pour empêcher qu'il n'arrive à Petrograd. Et donc, Kerensky aurait pourtant pu empêcher les bolcheviks d'entrer dans le centre de Petrograd. Le centre de Petrograd est une sorte d'île, et il suffisait de couper les ponts et de faire en sorte que les bolcheviks, qui recrutés parmi les classes populaires qui étaient à l'extérieur, entraient. Donc, dans un premier temps, il a fait lever les ponts, puis ensuite il s'est ravisé et il a laissé les bolcheviks entrer dans Petrograd. Hélène Carrère-Dancos dit qu'il éprouvait une sorte de fascination pour les bolcheviks. L'argument, c'était que c'était des alliés antitsaristes et qu'on ne pouvait pas les empêcher de mener leurs actions. Et donc, les bolcheviks étant entrés dans Petrograd, et ils ont réussi à prendre absolument tous les postes de gouvernement parce qu'ils se trouvaient tous concentrés dans le centre de la ville. Alors, ce que font remarquer certains historiens, c'est que les bolcheviks avaient annoncé leur projet dans la presse, et que même ils avaient dû avoir donné quelques informations même avant, puisque l'ambassadeur américain savait quand les bolcheviks allaient lancer leur attaque. Et donc, grâce à l'argent des banques et des différents gouvernements qui voulaient faire tomber Nicolas II, les bolcheviks ont pu payer des gens 10 à 17 roubles, on a des traces, pour participer à des grèves, et 120 à 149 roubles pour des actes de violence. Donc là, je tiens les informations de Yuri Lina. Le gouvernement provisoire de Kerensky ordonne l'arrestation de Lénine, de Kamenev, de Zinoviev, mais Lénine et Zinoviev quittent Petrograd et personne n'essaie de les arrêter. Alors, ensuite, en 1917, une délégation dite de la Croix-Rouge vient pour aider Lénine une fois qu'il a pris le pouvoir, puisque dès que les bolcheviks sont entrés dans Petrograd, ils ont donc pris le pouvoir, et ce sont eux qui maintenant reçoivent les subsides de l'étranger. Et donc parmi cette délégation de la Croix-Rouge, il y a seulement 7 médecins, et les autres sont des banquiers, dont Morgan et Schiff. Alors, le palais d'hiver est pris. J'ai un petit peu anticipé. Et les Cosaques et les cadets quittent le palais d'hiver. Et sur la prise du palais d'hiver, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, puisque nous allons voir que il y a bien des analogies avec ce qui s'est passé actuellement dans certains pays, comme l'Ukraine. J'en reparlerai dans un instant. Alors, en novembre 17, la police tente de fermer une imprimerie du parti bolchevique, et c'est l'occasion que saisissent les révolutionnaires pour se mobiliser. Donc les partisans de Lénine assiègent le palais d'hiver, et ils le prennent sans coup férir. Lénine fait tirer le croiseur Aurore pour faire croire qu'il y a un soutien de l'armée, mais en fait ça n'avait strictement aucune importance militaire. Et donc le palais d'hiver est pris, et
la dictature de Lénine peut se mettre en marche. Alors, dès que Lénine est au pouvoir, il met en place les instruments de la dictature. Il étouffe la presse, qu'il appelle la presse bourgeoise. La police politique, la Tchéka, est créée le 7 décembre, donc quelques jours après, et la grève est interdite dès le 20 décembre. Donc ils ont pris le pouvoir en fomentant toutes sortes de grèves et d'agitations, mais aussitôt qu'ils sont au pouvoir, ils l'interdisent. Alors, le parti KD, le constitutionnel démocrate, qui est proche de la gauche démocratique, est interdit le mois de décembre, et il reste une opposition, celle du principal parti de gauche, les socialistes révolutionnaires. Donc, ils obtiennent une majorité écrasante aux élections à l'Assemblée constituante, mais que les bolcheviks n'ont pas osé annuler. Mais ils proclament que le pouvoir des soviets est supérieur à celui de l'Assemblée, et il ordonne la dissolution de l'Assemblée en janvier, dès le lendemain de l'entrée en fonction de cette Assemblée. Alors, il annule les dettes en février 1918, il annule les dettes et les emprunts contractés par l'ancien gouvernement à l'étranger, et il conclut la paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne le 3 mars. Alors c'est une paix qui est désastreuse, mais qui est nécessaire pour que les bolcheviks puissent se concentrer sur l'action intérieure, et donc ils abandonnent une partie des territoires, et Lénine dit que c'est une paix qui coûte très cher, mais qu'il faut la faire à tout prix. Alors, on peut remarquer, en suivant l'avis du New York Herald Tribune, que l'opération, la révolution d'octobre, a été une vaste opération de vol et de spoliation. Et donc le New York Herald Tribune écrit « On dirait que la révolution bolchevique en Russie n'est en réalité qu'une énorme opération financière qui n'a pour objectif que de transférer le contrôle d'énormes sommes de la Russie vers les banques européennes et américaines. » Voilà. Alors, c'est ceux qui avaient investi dans la révolution, et ils sont nombreux, ont fait d'énormes profits, d'énormes gains, grâce à la souffrance du peuple russe. Alors, d'après Yuri Lina et les archives qu'il a consultées, une fois qu'elles ont été ouvertes, après la chute de la Russie, de l'URSS, dès 1920, Lénine a mis 75 millions de francs suisses dans une banque suisse. Trotsky avait mis 80 millions de dollars dans une banque américaine et 90 millions en francs suisses, en banque suisse. Et en tout, d'après Yuri Lina, les voleurs bolcheviques ont dérobé pour 2,5 milliards de roubles or. Et cet enrichissement extraordinaire a été fait par la spoliation des personnes et l'assassinat de 1 700 000 personnes en 18-19, sur le prétexte de comportement antisocial. Et ceci a été rapporté par des rapports officiels du mois de mai 1922. Et là, donc, de même que Lénine, qui n'est pas le gentil face au méchant Staline comme on nous le présente habituellement, Lénine avait signé très rapidement la création du goulag. Et le goulag, c'est le lager, c'est-à-dire camp d'État. Gou, c'est pour gouvernement. Et donc, le premier goulag a été créé dans les îles Solovki, qui sont au nord de Saint-Pétersbourg. Et c'était d'anciens monastères où on a fait périr un très grand nombre de personnes. Et lorsque Lénine est au pouvoir, il remercie ses
ces bienfaiteurs du Grand Orient de France en leur envoyant de fortes sommes qui ont été utilisées pour la rénovation des locaux du Grand Orient de France à Paris. Voilà. Donc, d'après Youri-Lina, toujours, pendant les 4 premières années de la Révolution, il y aurait eu 30 millions de morts du fait de la Révolution, dont 8 millions de paysans. Alors, en juillet 1918, le tsar est assassiné avec toute sa famille à Ekaterinbourg, qui se trouve au pied de l'Oural, à l'entrée de la Sibérie. Voilà. Alors, les points sur lesquels je voudrais m'arrêter, enfin que je voudrais mettre en avant, eh bien, sont le fait que, comme le préconisait Talleyrand pour la Révolution française, il disait il faut agiter le peuple avant de s'en servir. Eh bien, les bolcheviks ont largement agité le peuple avant de s'en servir en organisant des manifestations pour le pain, la terre et la paix. Et les Russes qui ont fait ces manifestations n'ont pas eu de pain, parce qu'il y a eu des famines qui ont été organisées, et il y a eu, déjà avant Holodomor, il y a eu des famines qui ont fait périr les gens par millions, et ils n'ont pas eu la terre, du moins, s'ils l'ont eu pendant quelque temps, ils ne l'ont pas gardé, puisque tout a été collectivisé, donc ils n'ont pas eu. Et ils ont eu la paix en ce qui concerne la guerre extérieure, mais ils ont eu la guerre civile. Donc toutes ces promesses étaient complètement démagogiques, et la dictature du prolétariat n'a été qu'un leurre. Les prolétaires n'ont rien dirigé du tout, et ils ont été exploités. Quel intérêt d'organiser des famines? Quel intérêt? Organiser? Alors, oui, organiser. Et parce que de même qu'en Vendée, il fallait détruire les ennemis du peuple. Voilà. Oui, puisqu'ils avaient... On va peut-être attendre la fin de la conférence. Oui. Alors, merci. voilà. Et donc la théorie marxiste prétend que la révolution communiste est une sorte de parachèvement de la société capitaliste. Et donc, il devrait y avoir un ordre logique pour que la révolution arrive, et qu'elle devrait arriver presque naturellement. Or, elle devrait donc se produire dans un pays très industrialisé. Or, la Russie était réputée arriérée, et c'est ce qu'on nous a rabâché continuellement. Moi, j'ai toujours entendu, quand j'étais étudiante, que la Russie était arriérée, etc. Et en fait, donc si c'est le cas, donc ils ont fait toutes sortes d'acrobaties de discours pour justifier le fait que oui, si, mais il y avait des exceptions, on pouvait faire autrement. Je ne reviens pas dessus parce que j'ai fait ça beaucoup quand j'étais plus jeune, mais maintenant ça m'assomme un peu. Et donc, en tout cas, cette théorie, elle ne tient pas, et elle est manifestement fausse. Alors, en 1917, il y a eu des nationalisations, les paysans ont pris les terres. Et si vous vous souvenez, Stolypine à l'époque de Stolypine, en tout cas, les paysans étaient propriétaires des 3/4 des terres. Donc, il y avait des jeux de mots sur ce sujet. Et en fait, une fois que certains paysans ont pris les terres, ils se les sont fait reprendre très rapidement après dans le cadre des nationalisations. Donc, ce discours des marxistes, des bolcheviks, sert à cacher que la révolution n'est pas l'aboutissement logique d'un processus, mais une action qui a été menée par des activistes et rendue possible par le financement qu'on leur a fourni. Alors, il y a un petit livret que j'ai découvert récemment, qui est le livre de Ezra Pound. Alors, ce n'est pas un livre qu'il a écrit, mais ce sont des discours qu'il a prononcés et qui ont été publiés, qui s'appelle « Le travail et l'usure ». Et il dit
qu'une nation qui refuse l'usure enrage les usuriers. Et effectivement, ce qui s'est passé en Russie, c'est une vaste opération de spoliation et d'usure. Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple sur France Culture, ils font une immense série d'émissions sur Marx. Et Marx, on entend toujours Marx par-ci, Marx par-là, et on fait des grands discours sur le génie de Marx qui a trouvé quelle était la véritable origine de l'enrichissement du capitaliste et le fonctionnement de la plus-value. Tout ça, c'est de l'enfumage. On en a, pardon, même si c'est génial, on n'en a rien à faire, parce que ce que ça cache, c'est que le véritable enrichissement du capitaliste, et il faut faire une différence entre le capitaliste industriel et le capitaliste financier, dont Marx ne parle pas du tout, que je sache. Et en fait, le véritable enrichissement et la véritable spoliation, c'est celle qui est faite par l'usure et par la dette. Donc, en parlant de la plus-value par-ci et par-là, et on se garde bien d'expliquer le mécanisme de la paupérisation des masses, qui n'est pas la plus-value, c'est la dette. C'est l'impossibilité d'avoir des réserves, de constituer un patrimoine et ensuite de le conserver. Et donc le prolétaire, je pense que vous le savez, le prolétaire c'est celui qui ne possède rien que sa progéniture. En latin c'est proles. Et par parenthèse, aujourd'hui on veut même lui enlever ça. Alors, ce qu'on peut rappeler pour démentir l'affirmation que la Russie est un pays arriéré, c'est que c'est vrai, elle n'était pas aussi développée que les autres pays plus à l'ouest, mais sa situation économique était, en 1914 était excellente. Selon Pierre Chaunu dans La Peste blanche, sa croissance est de 10%. 10%. Son agriculture est prospère, la production de blé est supérieure à celle des États-Unis, du Canada et de l'Argentine réunis. L'industrie est en plein développement, la démographie est florissante, les richesses énergétiques et minières sont toujours énormes, le territoire est toujours immense. Et la vérité est que ce pays est loin d'être arriéré et que s'il continue à se développer, il deviendra une superpuissance. Donc s'il devient une superpuissance, eh bien, il y a d'autres, voilà, il y a danger pour les autres pays qui briguent ce poste. Et donc, ils sont nombreux à s'opposer, à essayer de freiner cette puissance et à l'arrêter. Les États-Unis, les maîtres des États-Unis, le Kaiser, dont Max Warburg est un conseiller. Donc les frères Warburg sont des banquiers allemands. Max est ministre de l'Intérieur à Berlin, et Paul a été naturalisé américain, et il est parmi les fondateurs de la Réserve fédérale. Je ne sais pas si vous avez l'information à ce sujet, mais donc l'un est d'un côté, l'un est de l'autre, et ce qu'on peut faire remarquer par parenthèse, c'est que, mais c'est une parenthèse importante, c'est que ils vont siéger tous les deux, l'un pour les Allemands, l'autre pour les Américains, à Versailles, à la signature de la paix. Et donc, ils sont... donc tous les frères Warburg sont très liés et interconnectés à d'autres banquiers, comme Schiff, qui est président de la Kuhn-Loeb, qui a des antennes partout, le banquier Parvus, qui est en Suède, et beaucoup d'autres. Voilà. Donc c'est l'information sur laquelle ils ont été présents au traité de Versailles en 1919 se trouve dans Pawns in the Game, les pions sur l'échiquier qu'ils ont sous l'appareil. Alors, parmi les financiers de la Révolution et de Lénine, il y a l'Allemagne qui a apporté 40 millions qui ont été donnés à Lénine avec son wagon plombé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du wagon plombé. Donc ce soi-disant wagon a été plombé au départ
pour permettre à Lénine de traverser l'Allemagne pour aller jusqu'en Russie. C'est une drôle d'excuse de dire que le wagon a été plombé, parce qu'en fait, qu'il l'ait été ou pas, c'est la destination qui est intéressante et importante. Hein. Après qu'il soit descendu en chemin, on s'en moque un peu. Bon. Le Japon a aussi apporté une contribution de quelques millions, et le président américain Woodrow Wilson, en 1920, a envoyé un émissaire personnel pour porter $1 million à la révolution qui commençait à s'essouffler. Alors, voilà, j'ai donc parlé tout à l'heure de la visite de la Croix-Rouge où il y a eu surtout des banquiers. Alors, le résultat, c'est que après la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on juge l'arbre à ses fruits, après la Révolution, l'industrie est détruite, l'agriculture est ruinée, la population est plus que décimée par la guerre. À la guerre, il y a eu 3,3 millions de pertes sur environ 122 000 millions d'habitants. La collectivisation, le goulag, les différentes famines et celle de Holodomor en Ukraine en 32-33 ont vraiment plus que décimé la population. Et on estime que la population en 1914 était d'environ 122 millions. Aujourd'hui, on estime à 145. Alors, il faut tenir compte des différences de territoires, puisqu'il y a des territoires qui ont été perdus. Mais enfin, vous voyez qu'en 100 ans, la croissance de la population a été vraiment infime. Et donc, on constate aussi qu'en termes de salaire, les ouvriers de Moscou et des environs étaient moins payés en 1921 qu'ils l'étaient en 1913. Donc, baisse des salaires, baisse des revenus. La population de Moscou et de Petrograd a diminué de 50% en 1921. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on estime qu'il y a eu 30 millions de morts dans les premières années. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des méthodes que l'on peut constater aujourd'hui dans l'actualité et qui ressemblent bien à ce qui s'est passé en Russie. Et par exemple, lorsque les mencheviks ont pris le pouvoir à la faveur d'émeutes, on sait qu'il y a eu des tireurs cachés qui ont tiré à la fois sur la foule et sur les forces de police. C'est-à-dire qu'ils ont donné des motifs aux uns et aux autres de s'entretuer. Voilà. Et donc, Lénine a laissé faire ses oppositions, et ensuite, il évince les mencheviks pour prendre le pouvoir à son tour. Alors, oui, j'ai oublié de préciser que le groupe de Kerensky s'appelait les mencheviks. Alors, on sait, et ceci est grâce à des études balistiques et à des vidéos, qu'au Maïdan, en Ukraine, il y a eu ce genre d'action. Il y a des tireurs qui ont tiré sur la foule et qui ont tiré sur les forces de police. Voilà. Donc c'est un procédé qui a été déjà expérimenté il y a 100 ans. Et de même la prise du pouvoir en Ukraine par une bande de sbires qui sont entrés, je ne sais pas si vous avez eu les vidéos, je n'ai pas réussi à les retrouver, ça a disparu rapidement, et on voit comment les élus, le président Yanukovych était dans une salle en train de tenir une réunion, et une bande de sbires sont arrivés, voilà, partait. Voilà. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ce qui s'est passé au début, en 1917. Hein. C'est comme ça que j'imagine que s'est passée la destitution du tsar. Et ce qui se passe, ce qui est analogue aussi, c'est que ces nouveaux gouvernements qui n'ont pas été élus et qui sont le fruit d'un coup d'État sont reconnus. Ils sont reconnus à l'étranger. Et par exemple, le gouvernement bolchevique et le gouvernement de Kerensky, puis celui des bolcheviks, sont reconnus rapidement par l'étranger, en particulier par les États-Unis.
Alors, une autre analogie, c'est les procédés les campagnes de dénigrement et d'infamie, des propos infamants sur les personnes. Donc ça nous rappelle aussi ce qui s'est passé à la Révolution française. Il y a eu une campagne de dénigrement épouvantable contre le roi et la reine. Et donc c'est le même procédé qui a été utilisé en ce qui concerne le tsar. Alors, mais aussi, on peut faire le rapprochement encore à propos de Saddam Hussein, de Kadhafi et de Bachar el-Assad. Tout à fait. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'à la fin du XXe siècle, on ne sache pas tout ce qui s'est passé, toutes ces horreurs. François Furet se pose la question dans son livre Le passé d'une illusion, que je vous recommande, Le passé d'une illusion, essai sur l'idée communiste au XXe siècle. Eh bien, on savait déjà tout, et il y a un livre très intéressant aussi qui m'a beaucoup appris, c'est le livre de Robert Milton, Les derniers jours des Romanov. On a tout, il y a tout déjà. Eh bien, à la fin du XXe siècle, on ne sait pas, et on continue à nous raconter que la Russie était arriérée, que c'était un pays épouvantable, et que les bolcheviks ont apporté le bonheur. Voilà. Alors, on pourrait aussi creuser un petit peu sur ce qui s'est passé, les rapports entre la Russie et du moins les bolcheviks plutôt, et la révolution et les États-Unis. Et il y a des choses très intéressantes qui sont rapportées par Anthony Sutton. Je ne vais pas tout apporter. Anthony Sutton, les bolcheviks et... J'ai oublié le titre exact, mais c'est les bolcheviks et la révolution. Wall Street et la montée du bolchevisme, quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur les objectifs de la révolution. Et je vais... voilà, je vous ai préparé un petit... J'ai simplement copié un passage du chapitre 2 du manifeste communiste de Marx qui s'appelle « Prolétaires et communistes ». Alors, je vous laisse découvrir. Il y a 10 points, vous voyez, 10 points. Le premier point, c'est expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État. Deuxièmement, impôt fortement progressif. Troisièmement, abolition de l'héritage. Quatrièmement, confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles. Cinquièmement, centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale dont le capital appartiendra à l'État et qui jouira d'un monopole exclusif. Sixièmement, centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport. Septièmement, multiplication des manufactures nationales et des instruments de production. Défrichement des terrains incultes et amélioration des terres cultivées après un plan d'ensemble. Huitièmement, travail obligatoire pour tous. Organisation d'armées industrielles, particulièrement pour l'agriculture. 9. Combinaison du travail agricole et du travail industriel. Et mesures tendant à faire graduellement disparaître la distinction entre la ville et la campagne. Et 10e, éducation publique et gratuite pour tous les enfants, abolition du travail des enfants dans les fabriques tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, et combinaison de l'éducation avec la production matérielle. Voilà, alors je ne sais pas si ça nous amène à faire des réflexions, mais bon, moi j'ai envie de faire remarquer que la privation de la propriété est un moyen de domination. C'est comme ça. C'est par la privation de la propriété qu'on crée le véritable prolétaire, celui qui ne possède rien. Et donc, c'est un travailleur qui non seulement ne possède rien, mais il n'a pas le droit de posséder, et il n'a pas le droit ni d'accumuler, ni de transmettre, puisqu'on supprime le droit d'hériter. Cette analyse, j'ai été contente de constater, j'avais déjà écrit ça il y a bien longtemps, mais récemment je suis tombée sur un article de Stéphane Courtois, dont le titre est « Lénine, l'inventeur du totalitarisme ». Je crois qu'il vient de sortir un livre à ce sujet. Et donc, il fait remarquer que le totalitarisme
que Lénine a apporté des éléments fondamentaux qui ont fondé le totalitarisme. D'abord, il a présenté l'idéologie marxiste comme une science de l'histoire. Voilà. Ensuite, donc, cette prétendue science a longtemps fasciné, et elle fascine toujours énormément d'intellectuels et d'activistes, mais ça ne résiste pas à l'analyse, c'est du simple bon sens. On ne peut pas prétendre connaître l'évolution historique de manière scientifique, c'est une science humaine, donc forcément, c'est pas une science exacte. Et donc, le deuxième point, c'est qu'il a créé un parti de révolutionnaires professionnels qui était entièrement contrôlé par son leader charismatique et qui est un outil politique beaucoup plus performant que le Club des Jacobins. Et enfin, il a appliqué à fond le communisme en imposant ce qui n'avait jamais été fait, la suppression de la propriété privée. C'est un moyen radical de soumettre les populations. Alors, on voit l'escroquerie. Personne n'est censé être propriétaire en titre des terres et des moyens de production, mais si effectivement la quasi-totalité de la population ne possède rien, une infime partie, une nomenclatura, sans en être propriétaire, jouit d'un mode de vie approchant de celui des anciennes classes dominantes, et habitant dans les palais confisqués à l'aristocratie russe, comme par exemple Trotsky qui habitait dans le palais du prince Yusupov, et tous les autres habitaient dans des palais qu'ils avaient confisqués. Voilà. Et j'ai signalé tout à l'heure qu'ils avaient placé beaucoup d'argent dans les banques. Alors, l'impossibilité d'accumuler et l'interdiction de transmettre se révèle donc comme un procédé pour empêcher tout concurrent potentiel d'obtenir les moyens de rivaliser et une manière de le neutraliser avant même qu'il ne commence à se manifester. C'est-à-dire personne ne peut accumuler suffisamment de fortune pour rivaliser avec ceux qui la détiennent en fait, même s'ils n'en sont pas nominalement propriétaires. Et donc la propriété collective des moyens de production, c'est un leurre qui sert à donner le pouvoir et la richesse à certains sans qu'ils en soient les propriétaires en titre. Voilà. Alors, c'est le véritable sens de l'expression du passé faisant table rase. Moi, j'ai chanté ça quand j'étais étudiante. Je croyais que c'était simplement un petit renouvellement. Non, non. Il faut le prendre au sérieux et c'est concret. Il faut raser tout ce qui existe. Et donc, on ne peut plus rien transmettre ni par héritage, ni par transmission culturelle. Voilà. Alors, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'Aristote a dit si on veut vaincre un ennemi, il faut s'emparer de ses enfants, sauf erreur. Hein. Et bien voilà, la République s'empare des enfants et elle leur bourre le crâne en leur racontant toutes sortes de choses. Voilà, alors, ça c'était le projet de Marx donc en 1848, mais aujourd'hui, on a, étonnamment, des mesures, des méthodes de spoliation légale qui sont mises en place. Et parmi ces méthodes de privation, de spoliation, il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer toutes, mais on peut montrer par exemple la privation. Si des squatteurs occupent une maison plus de 48 heures, une loi considère que c'est le propriétaire légal qui doit faire des démarches pour les déloger. Et c'est une loi qui a été votée dans les années 90, d'après ce que j'ai lu, sur proposition de Christine Boutin. J'avais failli que par les siens. Ben voilà. Alors bon, parmi d'autres mesures qui aboutissent à une spoliation, il y a la taxation des terrains constructibles non bâtis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà. On prévoit de le taxer à 10 € par mètre carré, mais pour le moment, ils ont commencé avec 5 €. Ce qui fait que si vous avez 1000 mètres carrés de terrain bâtissable non bâti, eh bien, vous devez payer 5000 € de taxes. Donc, on a vu des quantités de vidéos avec des gens qui disaient « mais
je peux pas, je gagne 600 € par mois, je ne peux pas payer 5 000 € de taxes. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre. Voilà. Après, il y a un projet de taxe sur les propriétés dont les crédits ont été payés. Et donc, on considère que le propriétaire jouit d'un loyer fictif. Voilà. Donc, il faudra que celui qui a payé son crédit paye un impôt sur le loyer qu'il reçoit, puisqu'il ne paye plus rien. Voilà. Après, il y a... Alors, sur celui-ci, ce projet-là, il vient d'être amélioré récemment par un nouveau projet qui a été sorti par le think tank de M. Macron, et où l'État serait déclaré copropriétaire de tout l'immobilier. Et donc, celui qui a bâti sur un terrain dont l'État est copropriétaire devrait payer à l'État un loyer. Je ris, mais c'est pas drôle. Voilà. Donc, non, mais c'est vraiment délirant comme imagination. Voilà. Alors, il y a un projet de suppression de la taxe d'habitation. Mais cette taxe d'habitation, comme vous le savez, est une source de revenus importante pour les communes. Alors, comment les communes vont-elles compenser ce manque à gagner? Eh bien, probablement, ce sera reporté sur la taxe foncière. Voilà. Donc, les propriétaires qui ne pourront pas payer la charge, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vendront. Et en même temps, donc, on se débarrasse des communes aussi. Et on les prive de ressources, donc on les fait disparaître. Voilà. Alors, ça pose le problème de la propriété, du statut de la propriété, de la structure de la propriété. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont aussi étonnantes. C'est qu'il y a une très très forte critique à l'égard de la propriété, et que même dans le discours de l'Église, il y a des choses qui m'ont quand même un petit peu étonnée. J'ai participé à des réunions sur ce livret. Donc c'est notre bien commun. Il s'agit des travaux de la conférence des évêques de France. Alors il y a un chapitre sur la propriété sur lequel j'ai pas grand-chose à... Mais j'ai relevé un passage que je vous livre dans le chapitre qui s'appelle « J'étais un étranger ». Et donc, qu'est-ce qu'on peut y lire? Bon, il ne faut pas choisir entre bons et mauvais migrants, il faut les accueillir tous. L'Église est le lieu où les immigrés en situation illégale, eux aussi, sont reconnus et accueillis comme des frères. Les différents diocèses ont le devoir de se mobiliser pour que ces personnes, contraintes de vivre en dehors de la protection de la société civile, trouvent un sentiment de fraternité dans la communauté chrétienne. La réponse ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la solidarité. Donc c'est un message pour la journée des migrants, prononcé dans un discours de Jean-Paul II en 1996. Et il ajoute « Tout homme a donc le droit non seulement de vivre en sécurité, ce qui est fond du droit d'asile, mais aussi de disposer du principe de destination universelle des biens. » Et j'ai envie de dire, même les Français. Au nom du principe de destination universelle des biens, si ses ressources vitales ne sont pas disponibles chez lui, il a le droit d'aller les chercher ailleurs. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Cela crée pour les nations riches un véritable devoir d'accueil. Donc c'est d'accord. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est en quelle quantité accueillir, quelle qualité, que fait-on des pauvres locaux, que fait-on de la paupérisation de la population, paupérisation générale, de la désindustrialisation, etc. Parce qu'on nous rabâche continuellement que nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches, mais il y a quand même 6 millions de pauvres, de très pauvres, et 10 millions de personnes qui ne sont vraiment pas riches, et ça ne s'arrange pas. Alors, voilà, donc, par parenthèse, je dirais, mais alors, si on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, bien, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la limite entre les uns et les autres? Et si on ne respecte pas la loi, est-ce qu'on rend à César ce qui est à lui?
Et qu'est-ce que c'est si un chrétien ne respecte pas la loi? Est-ce qu'il peut y avoir un État? Voilà, ça, ce sont toutes sortes de questions annexes qui déroulent. Je ne sais pas si vous voyez le lien que je fais, mais voilà. Voilà. Alors, dans l'état actuel des choses, le migrant et le prétendu réfugié de guerre est une victime que le chrétien doit accueillir, ou bien un soldat déguisé envoyé pour le détruire. Voilà. Alors donc, bien, en conclusion, bon, il y aurait encore des choses que je dirais, mais je ne sais pas si je ne vais pas trop fâcher. Eh bien, il y a un sens, d'après les bolcheviks, il y a un sens de l'histoire. Marx disait il y a un sens de l'histoire. Mais est-ce que nous ne voyons pas plutôt actuellement, est-ce que nous n'avons pas le recul par rapport à cette révolution russe, de constater qu'en fait, nous avons une opposition entre deux conceptions du monde. Et d'un côté, le christianisme qui est une conception de l'homme en tant qu'individu, libre, doté de capacités de réflexion, qui est un sujet, opposé à une conception de l'homme comme instrument, servile, travailleur, qui est un consommateur et un objet. Alors, voilà, donc nous sommes sans doute assistons à une lutte qui est un combat eschatologique. Merci Nadia. Voilà, je me suis pressée, mais si vous voulez des détails, maintenant, voilà, ce sera le moment. Tu animes les débats, tu places. Ah, tu veux que j'anime les débats? Bon, ben alors écoutez, je vous propose de poser vos premières questions. Alors Françoise, qui est intervenue tout à l'heure. Maintenant, c'est légal. Voilà. Maintenant, c'est légal, exactement. Nous allons vers une prolétarisation, c'est évident, mais enfin, je prends la parole. C'est vrai qu'il y a un lien certain entre communisme et christianisme. Ça peut faire mal à entendre, mais c'est ça. Cela dit, on dit bien que le communisme est un christianisme à l'envers. Mais là, on ne peut pas nier qu'il y ait beaucoup de liens. Mais évidemment, c'est pour ça que, bon, je ne veux pas raconter trop de détails personnels, mais moi j'y ai été, et j'ai cru, mais bon, rassurez-vous, hein, je suis partie en 86. Quelques années. Ça fait un moment. Voilà, donc oui, mais c'est un leurre, c'est un miroir aux alouettes. Parce que tout ça, c'est comme dans le roman d'Orwell, qui n'est pas vraiment un roman, qui est très très proche de la réalité. Le mensonge, c'est la vérité, et la vérité, c'est le mensonge. Donc, en fait, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et donc on a tenu aux gens des discours qui étaient susceptibles de les faire adhérer au projet. C'est comme ça, on a dit aux paysans russes qui étaient sur le front du pain, de la terre et la paix, et on leur a promis, mais on ne leur a pas donné, et on savait à l'avance qu'on ne donnerait pas. Et ce qui est exaspérant, c'est que en Europe de l'Ouest, on avait les éléments pour savoir, mais il y avait une chape de plomb qui faisait qu'on ne pouvait pas, on n'arrivait pas. Le Parti communiste était très puissant, et je dois dire que moi, au Parti communiste, j'ai trouvé des gens, mais alors, formidables. Et ils étaient leurrés. Et voilà, c'est ça. Vous avez une question? Oui. Je ne peux pas résister à une formule que tout le monde connaît, mais enfin ça fait plaisir pour démarrer le débat. C'est Winston de Churchill qui disait « Le capitalisme, c'est la répartition inégale des richesses, et le communisme, c'est la répartition égale de la pauvreté. » Oui, mais il faut se méfier de Churchill. Hein. Non, mais là, il a tapé dans le livre. Vas-y, Jean-Christophe. Vladimir Poutine, Oui. ancien colonel Du du KGB. De qui, entre guillemets, est-il l'héritier? Est-ce qu'il est l'héritier de Lénine et d'une volonté de refaire une URSS, commençant par la Crimée ou autre chose, ou a-t-il une autre ambition?
Alors là, je ne suis pas Madame Irma, mais son parcours est étonnant. Mais ce que nous en savons aujourd'hui, et quand je pense que parmi l'assistance, il y a des gens qui s'informent aussi bien d'un côté que de l'autre, contrairement à certaines personnes. Vous voyez. Donc il me semble que on peut avoir, du point de vue logique, l'idée que Vladimir Poutine déjà est un patriote. Il a le soutien de la population et il fait ce que la population lui demande de faire, à une très grande majorité. Donc, est-il l'héritier de Lénine? Quoi qu'il ait dit que la chute de l'URSS était la pire chose qui soit arrivée, pas seulement pour la Russie, mais pour le monde, bon, c'est à considérer quand même. Il ne faut pas le prendre de manière brute. Mais quoi qu'il ait dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est un bolchevique. S'il avait été un bolchevique, on l'aurait su quand même, depuis le temps. Hein, il est élu et réélu. En alternance avec son alter ego. Mais il ne s'est pas manifesté comme bolchevique, même s'il y a des opposants qui crient et qui sont d'ailleurs souvent des, comme vous disiez, monsieur. Voilà, parce que quand vous regardez les oligarques, c'est toute la liste des oligarques, et quand ils sont embêtés, ils s'enfuient, se réfugient en Israël quand même. Aux États-Unis aussi. Mais beaucoup, hein. Oui, voilà. Et donc... C'était bolchevique, il aurait le soutien des médias. Comment ? Vite, il aurait le soutien des médias. Oui, oui. Donc oui. il l'a pas. On dit que c'est un traître au nouvel ordre mondial, paraît-il. Très rapidement, ça va réjouir beaucoup d'entre nous, enfin moi ça m'a réjoui. Hier, j'ai vu, par un ami de Saint-André, une petite vidéo qui représente le défilé russe d'aujourd'hui, l'équivalent du 14 juillet, le dernier, où on a le ministre de la Défense russe, qui est donc un militaire, et en démarrant le défilé militaire, il a fait le signe de croix orthodoxe. Oui, sous la statue de Saint-Michel. Oui. Justement, j'allais dire comme monsieur l'évêque, vous pourriez nous repasser votre ministre là, parce que j'ai celui qui a été assassiné. Stolypine. Hein, voilà, celui qui a été assassiné, parce que j'ai entendu que monsieur Poutine, moi je suis toute petite dans ma France, mais j'ai entendu que monsieur Poutine voulait redonner du terrain pendant 5 ans à des Russes qui reprennent le territoire qu'ils cultivent. Donc moi je lui prête de bonnes intentions, je ne le vois pas bolchevique. Mais je ne suis pas en Russie, hein, je suis en France. Et j'ai pensé que l'orthodoxie de M. Poutine me plaît, et puis je dirais même que sa façon, j'allais dire ça de façon monarchique de voir les choses, parce que M. Poutine nous a joué un bon truc avec la constitution russe, il a mis Medvedev et il est revenu à la charge. Et ce que je crains d'ailleurs, c'est que le Hollande il fasse la même chose. Georges. Oui, on regarde ce qu'on peut dire sur M. Poutine à l'heure d'aujourd'hui et au travers de différents signes qu'il a montrés, et notamment on regarde des signes religieux. Il ne faut pas oublier que lorsque M. Poutine est venu à Paris, il est venu s'incliner devant la couronne d'épines qui lui a été présentée à Notre-Dame de Paris. Ça, c'est un signe fort que, naturellement, la presse et les médias que nous avons se sont bien gardés de montrer. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, M. Poutine est plus dans une optique de restituer la véritable âme russe aux Russes et leur histoire et la grandeur russe, avec, je vais penser au tsar Pierre le Grand, hein, par exemple, et on a plus l'impression qu'il veut imprimer sa marque dans une démarche comme ça, en restaurant la Sainte Russie, et avec un nationalisme fort. Or ça, ce nationalisme fort va à l'encontre des mondialismes. Et à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut nous faire avaler? Le mondialisme, et le mondialisme est inéluctable. Rien n'est inéluctable, l'inéluctable, il est dans notre tête.
il est dans notre tête et dans ce que les médias nous enseignent tous les jours et essayent de nous distiller pour mieux nous manœuvrer, et on subit à l'heure d'aujourd'hui eh bien un mode de manipulation psychologique en détruisant notre identité, en détruisant notre histoire, en détruisant notre langue. Et c'est ce qui pose problème. Et tout ça, depuis la Révolution française. La Révolution française a servi d'exemple à la Révolution russe. Et avec le même schéma, là je retrouve au travers du plan que vous avez présenté dans votre exposé, le schéma tel qu'il a été fait de la Révolution française et que vous pouvez reprendre. Si vous prenez les travaux de l'abbé Baruel sur l'histoire du jacobinisme, eh bien tout est démonté. Et vous avez cité les francs-maçons, et les francs-maçons avec une influence financière. Et vous voyez la pieuvre qui s'est répandue de partout. Et à l'heure d'aujourd'hui, rien n'a changé, c'est toujours pareil. On subit toujours la même chose pour rendre l'homme le plus interchangeable possible et que ce soit un consommateur docile à qui on fasse avaler tout ce qu'on a envie de lui faire avaler. Et dans tous les sens du terme. Donc voilà la problématique, en fait, depuis la Révolution française, n'a pas changé. Et on a vu au 19e, si vous voulez, au travers de la chute des principaux empires, de l'empire russe, de l'empire allemand et de l'empire austro-hongrois, ça a été la même politique qui a été menée. Par en dessous, hein, parce que tout se passe en coulisses. Hein. C'est les affaires des boudoirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et par rapport à... Je rajouterai quelque chose aussi, parce qu'on a évoqué l'Église. Mais l'Église, depuis la fin de la guerre, elle a été pénétrée par aussi une idéologie marxiste, hein, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, et qui fait que maintenant, on est, en tant que chrétien, un peu tourne-boulet. Je voudrais juste ajouter à propos de Poutine, ajouter qu'il se rend régulièrement dans un monastère au nord, au bord de la Neva, Balam, oui. Il a un directeur de conscience. Alors, il se trouve que le nom m'échappe. Le patriarche, c'est le patriarche Cyril. Cyril, c'est aussi un ancien du KGB. Alors, est-ce que on ne peut pas imaginer que ce soit des gens qui aient changé d'avis, hein, de leur laisser le bénéfice du doute. Alors on dit qu'ils se sont tous les deux immensément enrichis, ce qui est bien possible, mais à la limite, si c'était mon président qui se soit enrichi et qui fasse ce que je souhaite du point de vue politique, ça m'est égal. Hein, parce que, oui, ça m'est complètement égal qu'il ait 10 millions, ou même 100 millions, pourvu que le pays fonctionne. Qu'est-ce que... C'est peut-être des agents doubles. Oui, c'est possible. Mais oui, on regarde le résultat. Voilà. Michel, tu voulais intervenir. Oui, est-ce que tu peux m'éclairer sur un point? Oreltsine, il ne faut pas le mettre en relation avec Lénine directement. Qui? Poutine? C'est une Non. société qui est devenue communiste, oui. Puis après Staline, ça s'est refroidi, comme de bloc, plus personne n'y croyait véritablement, mais enfin, toutes les élites russes, elles étaient liées au parti communiste. Mais on ne pouvait pas faire autrement. On ne crée pas une élite de rien du tout. Oui. Oui, ce sont ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu ensuite la période d'effondrement de l'URSS. La période Helsinki qui a été probablement, ne mélange pas avec la période révolutionnaire, mais sinon une période catastrophique. Oui, il a donné le pouvoir aux oligarques. Ah, les gens avaient des toutes petites pensions, mais ils arrivaient à vivre. Après, ils n'arrivaient plus à vivre. Alors, à mon avis, Helsinki, celui qui, à partir de ça, quitte la période, la domination des oligarques libérales, Helsinki et compagnie. Mais une question que je pose, je n'ai pas vu d'article de livre là-dessus, c'est comment la nomenclature du Parti communiste qui tenait les combinats, les
grandes entités économiques, est devenue la nomenclature, enfin l'oligarchie. Techniquement, ils ont dû trouver des moyens pour dire ce qui est à tout le monde maintenant est à moi. C'est pas évident, je veux dire. Est-ce que quelqu'un sait comment... Ça ressemble à ce qui s'est passé pendant la Révolution française, où les gens Si, la Révolution française, on connaît à peu près le moyen. On prenait les bains du clergé, on les vendait à bas prix, et on payait en une partie de la bourgeoisie ou de la noblesse pour reprendre leurs charges. Donc il y avait de la finance et racheter les biens du clergé à bas prix. Mais c'était en assignat qui était dévalué. Voilà, il y a beaucoup d'achats qui ont été faits avec des assignats qui n'avaient strictement aucune valeur. Mais en Russie, ce qui s'est passé, alors je ne vais pas repiocher le sujet, j'avais lu des choses sur Helsinki, mais les entreprises d'État ont été bradées pour 3 fois rien. Voilà. Et encore faut-il donc avoir même à bas prix, il faut avoir du crédit. Comment M. Drahi a-t-il acheté tout ce qu'il a acheté? Il est riche de crédit. Oui, alors, oui. Il y a eu une distribution de valeur des entreprises aux ouvriers, aux kolkhosiens, etc. Compte tenu de la situation, notamment de l'effondrement du pouvoir d'achat, les 3/4 ont immédiatement revendu. Ce qui a permis à certains nécreux, si je puis dire, de pouvoir récupérer à vil prix les 3/4 des actions et de créer des empires particulièrement importants dans différents domaines. Donc voilà en gros le mécanisme d'émergence des oligarques qui... Comment les mêmes élites changent de vêtements. Voilà. Il y a d'ailleurs un phénomène assez révélateur. La quasi-totalité des sièges des partis communistes, donc de chacune des républiques, ont été transformés en bourse. Il n'y avait pas de bourse des valeurs à Moscou, il n'y avait pas de bourse des valeurs à Kiev, il n'y avait pas de bourse des valeurs à Kishinev. Et aujourd'hui, les lieux où ont été implantées les bourses de valeurs, c'était les sièges qui en général étaient des sièges d'anciens palais qui servaient à... Mais ils drainent de l'épargne. Alors, l'atout russe, c'est essentiellement la base des matières premières, quoi. Et ces matières premières ont toujours servi de fin de mois au système, en particulier soviétique. Ces masses-là, oui, elles ont une capacité à générer une assez forte rentabilité. Hein. Ils ont une production qui est équivalente à l'Arabie Saoudite en pétrole. Hein. Pour ne citer que donc, tous les oligarques qui ont été sur ces domaines-là, ben, quand les cours du brut sont remontés, ont constitué des fortunes extraordinaires. Il y avait monsieur. Oui, ça revient à peu près ça, c'était que d'anciens membres de la bourgeoisie d'État se sont retrouvés propriétaires privés et actionnaires. Il y a eu... Voilà. Alors, il faut dire que le cadastre est assez proche, les principes du cadastre russe sont assez proches des principes du cadastre français et sarde, et donc ça a quand même servi à réattribuer des biens à des familles qui avaient la possibilité de prouver qu'elles avaient été propriétaires avant la Révolution. Donc il y a quand même eu une redistribution à certaines familles de biens immobiliers le plus souvent, et donc voilà, il y a quand même des vieilles familles russes qui ont retrouvé une partie de leur bien. Oui. Oui, une petite précision. Toute la nomenclatura russe du temps de l'URSS avait beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent liquide, et que les gens gardaient chez eux. Et quand il y a eu notamment la chute du mur, tout cet argent est revenu sur le marché. Et à ce moment-là, notamment les Russes et puis d'autres personnes des pays de l'Est se sont mis à acheter énormément de choses et de produits manufacturés venant d'Occident, tout un tas de choses, puisque
le mur chutant, bon, ben, ça a drainé et ça a fait venir sur ces pays-là énormément de commerciaux ben, qui ont vu arriver pour eux la poule aux œufs d'or. Hein, et après, donc, ils ont dû réinvestir sur place une partie de ces sommes. C'est bon, est-ce que... Non, on aurait beaucoup de... Une dernière question. Des questions très très courtes. Quand Marx parlait de sens de l'histoire, c'est dans l'idée de signification, dans l'idée d'évolution, le progrès est forcément positif. Point de départ et arrivée. Donc, en fait, il disait que donner du sens à l'histoire, c'était de dire que le bolchevisme, c'est forcément nouveau, donc mieux que le capitalisme. Je précise que c'est un sens unique. Absolument. L'esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme, le socialisme et le communisme. C'est pour ça que c'est absurde de dire ça ne colle pas, puisque la Russie était censée être un pays arriéré. Oui, non, d'accord. Donc c'était incohérent. Comment les gens qui idéalisent la révolution bolchevique réagissent quand on leur met sous le nez, moi je ne suis pas très bon en histoire, je découvre ça ce soir, l'événement du Parlement où c'est le cadet qui était majoritaire, qui avait le plus de parlementaires, où on leur a dit en fait, on met l'élection démocratique à la poubelle. Et comment ils réagissent quand on parle de ça? Parce qu'il faut éliminer les ennemis du peuple. Hein. Non, mais je disais, aujourd'hui, là, les gens qui ont tendance à idéaliser la révolution bolchevique, ils réagissent comment quand on leur met ça sous le nez? Eh bien, ils sont tellement endoctrinés que ça glisse, c'est comme... D'accord, ça glisse. Il y a un transfuge du KGB qui s'appelle Yuri Bezmenov et qui s'est enfui dans les années 70. Il a réussi, donc il avait été nommé par le KGB en Inde, et en Inde, il a réussi à se faufiler pour s'enfuir aux États-Unis. Et là, il a fait des déclarations, il a expliqué quelles étaient les différentes étapes de l'action psychologique, les mesures de démoralisation, donc il faut démoraliser, il y a 4 étapes. Je ne les ai plus à l'esprit, mais donc d'abord c'est démoralisé, ça prend 10-15 ans. Donc on diffuse des informations démoralisantes pour la population, on leur dit qu'ils sont des nuls, que sont des esclavagistes, des colonialistes. Je ne sais pas si tu reconnais quelque chose. C'est fainéant. C'est feignant. C'est la nouvelle innovation. Les jaloux. Que c'est honteux, qu'ils sont riches alors que les autres sont pauvres, etc. Ensuite, on arrive par différentes étapes à la donc démoralisation jusqu'à insurrection et révolution. Il m'en manque une étape. Voilà, donc on fait en sorte que la population se soumette par une action psychologique. C'est l'ingénierie mentale. Comment? L'étape qui manque, c'est peut-être le terrorisme. Non, parce que non, le terrorisme, c'est à la fin. C'est pas la terreur, c'est à la fin, pour garder le pouvoir. Donc d'abord on démoralise, ensuite on désorganise, et puis on prend le pouvoir et on le garde. La normalisation. Un tout petit point de détail. Dans les objectifs que s'étaient donnés les bolcheviks, au 9e point, il y a quelque chose qui était assez bizarre sur l'interchangeabilité ville-campagne. Ça veut dire quoi exactement? Ah oui, ça c'est une... Oui, il faut mettre les villes à la campagne. Ça, on a toujours rigolé sur ça. Il s'agit de faire une seule classe. Parce qu'il y a des paysans et des ouvriers, il y a 2 classes. Donc il y a les supprimer. Alors il y a deux courants architecturaux, urbanistiques. D'une part, ceux qui voulaient supprimer les grandes villes et que les gens soient comme en Amérique au long des routes, dans des petits piamots, soit au contraire, c'est ce qui a dominé, les agrovilles, c'est-à-dire que les gens rentraient le soir dans une vraie ville et puis le matin ils partaient en camion dans les champs. Oui, en fait, c'est de casser pas fait, hein. différence. Comme au Cambodge. Les gens des villes et les gens des champs ne peuvent plus d'avoir. La théorie, c'était de supprimer la différence entre les villes et les campagnes. En théorie. Voilà. D'accord pour ce... C'est le slogan.
ce système de découragement, de psychologique, on va dire, etc., tant d'années, mais comment, même au bout du compte, les gens peuvent trouver, le but c'est quand même que la population trouve ça bien, hein, d'être comme ça, se retrouver à 15 dans la même cuisine avec des cadenas aux casseroles. Mais ils n'étaient pas bien. Mais ils trouvent, ça va là, ça... Mais non, ils n'étaient pas bien. Mais s'ils le disaient, ils allaient au goulag. Oui. Alors oui, donc... C'est ça, les gens n'étaient pas... Alors, le paradoxe... Parce qu'il y en a actuellement des communistes qui défilent, oui, qui devraient revenir... Et même, j'ai une amie qui était communiste, donc quand je l'ai connue étudiante, elle est allée à Novosibirsk, à la cité des savants. C'était une jeune ingénieure de Grenoble qui a fait ses études à l'INP, l'Institut national polytechnique de Grenoble, l'INPG. Et elle a trouvé là-bas un Russe, abrahamique, qu'elle a épousé, qu'elle a ramené. Et peu de temps après, elle a aussi fait venir ses beaux-parents. Et alors elle me disait, mais moi je ne comprends pas, quand ma belle-mère voit Staline, la photo de Staline dans un documentaire ou à la télévision, on dit « Oh, Staline !» Ben, tu ne m'as pas expliqué. Ça s'appelle la décérébration. C'est parce qu'on leur a tellement bourré le crâne en leur disant « Ah oui, mais vous savez, c'est pas terrible ce que nous vivons, mais si les bolcheviks n'étaient pas là, ce serait encore 100 fois pire. » C'est ça. Si, enfin, moi j'ai été à l'époque où j'ai l'URSS, et en fait, il y a deux choses qui manquent. C'est d'une part la vie quotidienne, qui était assez faiblarde, mais on avait de quoi vivre, survivre même, enfin, de quoi vivre. Mais c'était assuré. Les gens croyaient que c'était assuré. Ils sont que c'est le grand Staline, c'est l'État, c'est etc. Donc, tout à coup, on se retrouve dans une situation anarchique où on crée vraiment la dame. Et le second point, c'était la grandeur de la Russie derrière l'attachement à l'URSS. Moi, je discutais avec des étudiants activistes, pas garde rouge, non, mais bref, communistes. Au départ, c'était rasseoir comme possible et réciter le catéchisme. Et quand on se mettait à discuter avec eux en réel politique, on voyait qu'il y avait un vrai nationalisme. Bon, tout d'un coup, une bonne partie, l'Ukraine part, la Biélorussie part, tout le camp, ben, on comprend qu'ils trouvent ça saumâtre. Certains trouvent ça saumâtre. Ok. Voilà. Merci, en tout cas, merci Nadia de merci. ton travail. Tu as fait des allusions au prolongement du marxisme et de cette appropriation collective des biens de production dans ce qu'on vit aujourd'hui, et notamment tu as fait un lien avec l'Église sur lequel je ne suis pas trop d'accord, parce que quand on étudie la doctrine sociale de l'Église, on a effectivement une notion de la propriété qui n'est pas une notion absolue. Hein, lorsque tu es propriétaire d'un bien, tu n'as pas un droit absolu, tu as un droit relatif. Tu as donc, par exemple, la propriété, c'est le droit d'usage, l'usus, l'abusus, hein, et le fructus. Donc tu peux en recueillir les fruits, tu peux l'utiliser, mais tu ne peux pas en abuser. Et ça, c'est quelque chose qui existait sous les rois de France. Le roi, il avait un droit éminent, hein, et il pouvait exproprier à tout moment quelqu'un qui aurait abusé de sa propriété. Donc c'est une notion juridique très ancienne, très française et très romane d'ailleurs. Et moi, je ne trouve pas ça choquant que... non, mais qu'on trouve dans... Mais je suis... qu'on trouve dans... Non, voilà. Si je peux me permettre, il n'y a pas d'imprimature, et derrière, quand on regarde, c'est les terres solidaires, voilà, non, mais tout à fait. Donc, la rareté de la pensée chrétienne là-dedans... Je suis tout à fait d'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne là-dessus. Ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'il y avait peut-être une manière de présenter les choses qui n'allait pas dans l'esprit de ce que disait le pape, Léon XIII quand il a écrit Rerum Novarum. C'est pas ça. Parce que je l'ai aussi, mais j'avais peur de trop. C'est un autre sujet. D'être trop long, d'être